Bienvenue dans la clinique audio Auréole. Merci donc. Je suis Dr Voice. Je veux d'abord te dire une chose très importante. Ici, tu es en sécurité. Il n'y a pas de jugement, pas de pression, juste un espace pour toi. Ici, ta voix compte. Ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu gardes en silence, tout a sa place. Aujourd'hui, nous recevons Auréole. Auréole, merci d'avoir accepté d'être ici. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Je sais que ce n'est pas facile de venir déposer certaines blessures ici. Je veux t'honorer pour ton courage, Auréole. Bravo et félicitations. Merci. Parce qu'il en faut du courage pour être là actuellement, où tu es assis actuellement. Merci pour ton courage. Avant de commencer, je voudrais qu'on prenne un petit moment ensemble pour respirer, pour se mettre en posture d'échange, pour que tu trouves la force enracinée depuis la surface de la terre et que tes feuilles s'étendent jusqu'à l'extrémité du ciel, si ça peut arriver, hein. Je veux que tu sois comme un arbre qui tire ses racines depuis le bas et porte ses fruits. C'est la raison pour laquelle je veux que tu prennes une grande respiration depuis le bas, comme un arbre. En respirant, tu t'enracines et que tu expires comme un arbre qui donne ses fruits. On peut essayer? C'est parti. Imagine que tu es un arbre et que tes racines sont plantées dans le sol. Inspire, fais véhiculer toute ta force et ensuite donne des fruits. Inspire encore une autre fois. Et expire pour donner des fruits. On va le faire une dernière fois, mais plus lentement. Inspire. Attends l'instant. Ferme les yeux. Et expire en ouvrant les yeux tout doucement. C'est très bien. Auréole, chaque respiration est une porte qui t'amène un peu plus dans cet espace de sécurité qu'on veut t'offrir. Ici, personne ne te brusque. Tu avances à ton rythme. Quand tu penses en ton histoire, quand tu penses à ce par quoi tu es passé, par où aimerais-tu véritablement commencer, Auréole? J'aimerais commencer par le début. Je t'écoute, Auréole. Euh, je m'appelle Auréole, comme j'ai déjà dit. Je suis un jeune Camerounais de 21 ans. Oui. Il y a un problème particulier qui m'amène ici. C'est que j'ai commencé à regarder de la pornographie, c'est-à-dire des vidéos pour adultes, je pense à l'âge de 15 ans. De manière prématurée, de manière innocente, si je peux dire comme ça. D'accord. Oui. Le contenu m'était étranger. Et c'était de manière purement... c'était tellement fortuit, je ne m'y attendais pas. D'accord. Oui. Donc, par curiosité, c'est le terme que je vais m'approprier. Par curiosité, je me suis mis. Et je pense que ce premier jour-là, je n'étais pas seul. Nous étions dans le téléphone de maman. D'accord. Avec mon petit frère. Et on a trouvé des vidéos obscènes qu'on s'est mis à regarder. Bon, comme je l'ai dit, c'était à l'âge de 15 ans. Mon petit frère, il était beaucoup plus jeune. Donc, je me dis que l'impact qu'il y a eu sur moi à ce moment-là n'a pas été le sien. Puisque je me suis rendu compte que même après cette séance, moi, j'ai continué. Toujours de manière innocente. Toujours en ne sachant pas les conséquences que ça pourrait apporter. Oui. J'ai continué toujours. C'était quelque chose de progressif, quelque chose d'évolutif. Oui. Rien ne s'est passé de manière. C'était pas quelque chose de.
Ça n'a pas apparu comme ça. C'était quelque chose de progressif. Et puis, dans l'inconscience, j'ai pris part à la progression en regardant un peu plus, un peu plus, un peu plus, et à l'insu de maman, puisque au départ, les vidéos étaient même déjà dans le téléphone. Et je me suis rendu compte que plus tard, puisque je suis quelqu'un d'un peu... et je me suis rendu compte que plus tard, j'avais même regardé le site. Oui, j'avais regardé sur la vidéo, j'avais même regardé le site pour aller chercher ça sur le net. Je me suis rendu compte plus tard que je ne me contentais plus des vidéos téléchargées, mais que je pouvais aller moi-même chercher ça sur le net pour visionner. Et je pense que c'était au troisième visionnage, j'ai eu comme une sensation. D'accord. Oui, j'ai eu comme une sensation. Euh, quand j'ai regardé la vidéo, je pense que j'ai joui. D'accord. Oui. C'était ma première éjaculation. Et c'était de manière naturelle. Sans que je ne... sans mon intervention manuelle, quoi. Mhm. Et au fil du temps, c'est ce plaisir-là que j'ai continué à rechercher. Je n'attendais plus que ça arrive comme ça. Je provoquais. Oui. Le temps est passé puisque à 15 ans, je suis en première, je pense. Oui. Je me suis rendu compte que même en terminale, quand j'étais un peu isolé, j'essayais de me remémorer certaines images pour pouvoir frotter et puis... Mais bon, Pour pouvoir te masturber. oui, Ouais. voilà. Puisque en ce temps-là, je ne connaissais pas ça comme ça. J'ai reçu une éducation de chrétien, donc moi je suis entré dans la religion. D'accord. Oui, c'est très important pour moi, c'est un sujet très important, tellement sensible, qui a causé le fait que pour moi tout ça était comme tabou, je ne veux pas en parler. D'accord. Je ne veux pas en parler, puisque c'est honteux pour moi. C'est une honte pour moi, donc je ne veux pas en parler. Le mécanisme s'est installé beaucoup plus dans mon esprit. Donc, quand j'étais peut-être à la maison et que les gens étaient dehors, je faisais semblant de dormir pour aller regarder et tout. Puisque à cette époque-là, j'étais encore élève, je n'avais pas encore mon propre cellulaire, mon propre téléphone. Donc j'étais dépendant de celui de maman. Après le baccalauréat, les choses ont évolué à une certaine allure. Oui, puisque j'avais déjà mon propre téléphone, j'avais déjà ma connexion Internet. J'avais déjà retenu les sites, donc je partais de manière... c'était un jeu d'enfant pour moi, un ABC. Oui, d'aller fouiller, de télécharger, de regarder, de me masturber, oui. Et plus tard, j'ai vu que je ne pouvais plus m'arrêter. Oui, c'était devenu comme une obsession. Je pensais à ça à chaque temps. Je pense à ça, même en dehors de la maison, puisque avant, j'avais comme associé ça à la maison, à la chambre même. Oui. Donc, il me suffisait d'entrer dans la chambre, puisque c'était le lieu par excellence où je le faisais fréquemment, puisque je le faisais à l'abri des regards des autres. Oui. Mon cerveau avait réussi à associer ces actes-là à la chambre. Donc, quand j'étais à l'extérieur, ou alors lorsque j'étais peut-être à l'école, lorsque j'étais peut-être ailleurs, je n'avais pas ces envies-là. Mais au fil du temps, même lorsque je faisais quelque chose qui n'avait aucun à voir, qui n'avait pas de lien, rien à voir avec le sexe ou alors tout ça, ça me revenait en tête. Jusqu'au jour où je ne puisse plus m'en passer. Et et ce n'est même pas ça qui m'a le plus dérangé. Oui, ce n'est pas ça qui m'a le plus dérangé. Ce n'est pas mon addiction qui m'a le plus dérangé. Mais c'est ce que ça a créé dans ma vie de foi. J'ai été tellement abattu. Oui, j'ai été tellement abattu. Puisque je me rendais compte que les enseignements que j'avais mis du temps à intérioriser,
les enseignements que j'avais, les pratiques que j'avais mis du temps à interdire aux autres d'une manière ou d'une autre, j'y étais. Et pas de manière volontaire. Donc ça m'a beaucoup abattu. Regarder de la pornographie, c'est un péché déjà. Oui. La convention des évêques a été claire dessus. Donc c'est un acte qu'il faut confesser. La masturbation est un péché. Ça, on le connaît déjà. Oui. Je ne communiais plus. Il y a eu tellement de freins dans ma vie de foi. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose auquel je tiens tellement, dont vous pouvez imaginer le choc de ma vie. Moi qui avais reproché les autres de n'être pas assez proche de Dieu, de n'être pas assez proche de l'enseignement de l'Église, je m'étais même écarté, même plus que. Oui, je me suis senti tellement touché dans mon ego de chrétien. Je comprends. Et l'autre aspect, c'est que je me suis rendu compte que les choses ont commencé à s'empirer. Puisque quand je me suis rendu compte de la chose que la masturbation et la pornographie avaient atteint de certaines proportions, oui, qui étaient au-dessus de mon propre contrôle. J'avais un ami, j'ai un ami qui a fait des études en psychologie. Oui. Il a fait des études en psychologie. Et ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui est tellement ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui est tellement cultivé. Oui. Donc, je me suis approché de lui et je lui ai posé mon problème. En ce temps-là, il avait commencé un stage chez un psychologue clinicien. Donc, c'est lui qui m'a orienté vers ce spécialiste. Il m'a dit que c'était même bien parce que lui était addictologue. Oui. Puisque lui traite les toxicomanes. Les personnes addictes aux substances. Donc, je me suis rendu en ce temps-là, puisque en ce temps-là, je ne travaillais pas. Oui. Je me suis rendu quand même. J'ai pris un rendez-vous avec le psychologue. On a pris peut-être, je pense qu'on a eu peut-être deux à trois séances. Oui. De 2 à 3 séances. Puisque comme je ne travaillais pas, c'était pas possible pour moi de payer à chaque fois les séances, les consultations. Puisqu'on payait à la consultation, à la séance. Oui. Je pense qu'on a fait 3 séances. Et au bout de la 3e séance, il m'a sorti un diagnostic du genre... mon problème, mon addiction sortait du fait que généralement la masturbation et la pornographie sont des problèmes qui cachent en autre. Oui. Il m'a dit que je devais aller à la base du problème. Et quand j'ai essayé de lui faire un peu le récit de ma vie, il m'a dit que peut-être je souffre d'une ambiguïté psycho-affective liée à mon identité de genre. Donc, en français simple, je suis un garçon, mais je fais comme une fille. Je suis un peu perdu. Je suis une fille ou un garçon. Donc, apparemment, ce serait ces conflits d'identité qui occasionnaient ça en moi. Donc, comme je vous l'ai dit, à la 2e ou la 3e séance, on a arrêté. Puisqu'il partait en congé. Il allait en congé et il m'a demandé de revenir peut-être 2 semaines ou 3 semaines plus tard. La 3e semaine, je ne suis pas venu. Comme je n'avais pas l'argent de la consultation. Oui. Maintenant, l'année qui a suivi, il y a eu encore autre chose. Je ne sais pas si ce sont toujours les effets secondaires de mon problème, mais j'ai commencé à déprimer à la maison. J'ai commencé à faire des crises de dépression. Au début, je ne savais pas que c'était ça. Parce que moi, je me disais, bon, dépression, c'est... Bon, je sais que même un mois déprime. Donc, je ne sais pas de ces gens qui pensent qu'il y a une maladie liée à la couleur de la peau. Non. Je sais que ça arrive à certaines personnes. Et je sais que le système dans lequel on se trouve favorise même complètement ce type de pathologie. Mais pas moi. Oui, de prime abord, pas moi. Donc, je me suis même
rapproché d'un prêtre qui m'a dit, je ne pense pas que c'est ça. J'ai dit que non, papa, moi on ne déprime pas. C'est plus tard que les crises ont commencé à s'enchaîner et ont commencé à devenir beaucoup plus longues. Puisque peut-être après une éjaculation, oui, je devenais... il y avait d'abord le poids de la culpabilité qui entrait en jeu, oui. Et aussi, puisque en ce temps, je traversais aussi beaucoup d'autres problèmes. Beaucoup d'autres problèmes, puisque j'ai commencé à éprouver comme des difficultés de concentration, concentration, attention, mémoire. Je ne pouvais plus lire. Donc ça avait un grand impact sur ma vie académique. Oui. Oui, j'ai commencé à éprouver tous ces petits déclins cognitifs-là. Et plus tard, j'ai commencé à faire des crises de dépression beaucoup plus longues. Donc je pouvais me coucher comme ça sur le lit, peut-être même le matin, même à 10 heures. Le corps ne donne pas. Ça allait même souvent à penser au suicide, puisque j'étais renseigné sur quelle dose de médicaments peut conduire directement au suicide, lui. Je vais finir parce que là, je ne pouvais plus supporter. Oui. Donc, je pouvais rester là le matin, même à 10 heures. Je bois du noir. Je dis que je ne sers à rien. Je ne suis pas une bonne personne. Je ne fous rien ici. Et puis, peut-être même après, même à 17 heures, bon, mon corps, ça revient un peu. Je me lève. Et quand je faisais une crise, même si je suis en train de faire quoi, je laisse. Parce que j'avais comme cette perte de motivation. Perte, oui. Même si ça m'a prié, je laisse. J'aime d'abord que de plein qui est pris là même. Pardon, je pose ça d'abord de côté, je me couche même. Oui. Ce qui m'a aidé, je pense que c'est ma musique. Non, pas ma musique, ma musique. Je chante beaucoup, oui. Donc, pour faire passer une crise, je cherche une musique qui me plaît un peu, je mets, et l'intensité de mes sentiments dépressifs. C'est vrai que ça ne diminue pas de manière, c'est pas un flash, il n'y a pas une rechute brutale, mais la chute est progressive et je me sens un peu plus mieux. C'est comme ça que j'ai tenu. Et les prières aussi ont beaucoup aidé, puisque j'ai intégré plus tard un nouveau groupe religieux. Et les prières aussi m'ont beaucoup aidé. Oui, la masturbation a complètement détruit ma vie, même jusqu'au niveau de l'organisation. Je suis une personne complètement désordonnée. Je suis une personne complètement démotivée. Je suis une personne complètement, c'est pas que je vais dire, rigide. Soit même, je me dis même que bon, c'est mieux de rester. Donc, ça m'a carrément isolé. Je ne cotise pas à rien. Ça m'a carrément isolé. Oui. Et je me dis que la qualité de ma vie, c'est carrément dégradé, détérioré, desquamé. Tout est en désordre. Je ne sais pas si un terme pour qualifier véritablement chamboulé. Il y a comme un ouragan qui est passé. Oui. Et je voudrais que les choses s'arrangent. Très bien. Dans tous ces petits domaines-là de ma vie, puisque je me dis que bon, il y a comme un effet cyclique. Domino. Okay. C'est ce que je voulais dire. Voilà, un effet domino. Donc, je me dis qu'une chose entre engendre l'autre. Justement, je me dis que peut-être en essayant là-bas, ça pourra régler tous les autres. Waouh. Premièrement, je vais te dire bravo, encore une fois. Il en faut du courage pour pouvoir aborder ce genre de sujet, principalement, mais surtout pour pouvoir s'ouvrir comme tu t'es ouvert là tout de suite. C'est incroyable. Félicitations à toi et bravo parce que ton courage ne sera pas vain. Tu es au bon endroit. Et comme je te l'ai dit, rassure-toi, tu es en sécurité ici. Parfois, notre corps parle avant nos mots. Hein. Et là, pendant que tu parles, est-ce que tu sens une tension quelque part? La gorge qui se serre, la poitrine,
Ton estomac qui se noue, qu'est-ce que ton corps te dit actuellement? Oh, moi, j'ai déjà vu plus pire, donc Ce que ton corps dit, c'est quoi? mon corps pour le moment est là. Très bien. Bon, il y a pas de manifestation physiologique actuellement Non, ok. liée à ce que tu viens de dire. Super. Écoute, Auréole, merci pour ta confiance. Maintenant, je vais passer la parole à Dr Nastia. Elle va t'aider à comprendre en profondeur, suite à une analyse profonde de spécialistes, pour t'expliquer tes traumas, mais surtout te donner des solutions pratiques et progressives. De la même façon que tu as eu des problèmes qui ont créé un effet domino, elle va court-circuiter l'effet domino, afin que tu puisses non seulement arrêter le processus de croissance, mais retrouver ta guérison progressive. C'est avec toi qu'on veut évoluer. C'est avec ton accord que nous allons avancer. D'accord? D'accord. Je te conduis vers Dr Nastia. Elle t'attend. Bonjour Auréole. Comment ça va? Je vais bien, c'est pour ça que je suis ici. Ouais, je sais, mais comment ça va après ton témoignage, après le fait de t'être confié et tout? D'accord. Auréole, je vais te demander de respirer. On va inspirer, on va expirer. Ce que vous venez d'entendre n'est pas qu'une histoire. C'est un cas de santé mentale. Chaque mot prononcé, chaque silence, chaque hésitation véhicule un message. Ici, dans Sexual Confidence, nous analysons au-delà des mots. Entrons ensemble dans l'analyse profonde de cette expérience pour comprendre ce que le corps a dit, que la bouche n'a pas su dire. Auréole, j'ai été très fascinée par ton courage d'ailleurs. Tu es un garçon très courageux. Et déjà, je tiens à te dire bravo pour ça, parce que je pense que quand on cherche la voie de la guérison, le plus dur, c'est d'en parler. Parce que tu as prononcé un mot très fort et plusieurs fois. Tu as parlé de honte. Tu as dit c'est honteux. Mes convictions religieuses par rapport à mon addiction ne me permettent pas en fait d'être comme ça. Mais l'addiction est plus forte que moi. C'est ce que tu as dit. D'accord. Avant d'entrer dans ton témoignage, je vais te demander de me parler un peu de ta vie. Tu as grandi dans quel type de famille? Tu es un enfant issu d'une famille de combien d'enfants? Est-ce que tu as vécu avec tes parents? Est-ce que c'était ton père, ta mère? Je t'écoute. Donc, je suis le second d'une famille de 6 enfants. Ok. Oui. Donc, dans mon enfance, j'ai développé comme une relation avec ma tante, la sœur de mon papa. Oui. Ce qui a fait que j'ai donc aménagé chez elle. Oui, déjà enfant. Donc, déjà enfant, j'avais cette relation avec elle, ce qui faisait que je n'étais pas permanemment à la maison avec mes parents biologiques. Oui, j'étais tantôt à la maison avec mes parents. Ah, c'est pas grave. Non, moi, c'est très important. Quand t'as va. J'étais tantôt avec les parents à la maison, tantôt chez elle. Donc, au début, on habitait le même quartier. Oui, le même quartier. Ma tante et mes parents. Donc, je n'étais pas trop éloigné de la maison. C'est entre ta tante, Oui, entre chez tes parents. Elle a dû déménager dans un autre quartier qui était beaucoup plus loin. Oui. Et donc, à cause de ce lien-là qu'on avait et qui avait grandi, oui, je suis allé chez elle, rester. Oui. J'ai vécu chez elle un temps. Mais sur le coup, puisque elle vit avec sa fille. Sa fille qui est beaucoup plus âgée que toi. C'est ma cousine. Ok. Mais elle est beaucoup plus âgée que moi. Oui. Je pense que ma mère est son aînée d'à peu près 4 années. De la fille de ta tante. Oui. Ok. Oui. Donc, elle est la beaucoup grande plus sœur de âgée. ta mère. Non. Ma mère, sa grande sœur de 4 années. Ah, ok. La grande sœur de ta tante. Oui. Ok. Non. Donc, la grande sœur de la fille de ta tante. Oui, de 4 C'est ça que je dis que donc, ta tante en question, elle est née de ta maman. Oui. Puisque sa fille est la petite sœur de ta mère de 4 ans. Oui. Oui, c'est ce que C'est je ça, en sais. fait.
Mhm. Donc, et la fille de ma tante Mhm. avait ses enfants à la maison également, chez ma tante là. Mhm. Ils sont mariés aussi. OK. Voilà. Donc, quand elle a dû déménager dans un autre quartier, Mhm. je suis rentré chez mes parents d'abord. Et puis bon, j'ai dit bon, je vais aller rester là-bas, puisque j'étais trop collé à elle. Oui. J'étais encore enfant, donc j'étais trop collé à elle. Je suis donc allé chez elle. Mais sous le coup de certains traitements qui n'étaient pas adéquats. Comme lesquels, par exemple? Je ne sais pas si je vais appeler ça des maltraitances, mais j'appelle ça de la maltraitance. Puisque je revis chez elle actuellement et je peux dire que ce qu'elle me faisait Mhm. à ses propres enfants, elle ne le fait pas. OK. Voilà. Donc moi, j'appelle ça de la maltraitance, du mauvais traitement. Mhm. Oui. Sous le coup de mauvais traitement, je suis donc rentré à la maison. Oui. Je suis donc Chez papa et maman. chez papa et maman, justement. Mhm. Mais par la grâce de Dieu, les relations avec la fille de ma tante sont devenues beaucoup plus saines avec le temps. Puisque, sans te mentir, j'avais toujours ce lien-là avec ma tante. Donc, quand bien même je rentrais à la maison, ça n'empêchait que peut-être un an, après une certaine période, Et tu après retournes. justement, un laps de temps, je retournais chez ma tante. Oui. Et par la grâce de Dieu, les relations avec sa fille sont devenues, Moins tendu. justement, beaucoup moins conflictuelles. Oui. Ça a même beaucoup évolué. Puisque, à présent, on s'entend même parfaitement bien. Puisqu'avec ma tante Ta en tante question. même, oui. Voilà, C'est justement. super. Euh, j'ai parlé des mauvais traitements Mhm. que j'ai subis. Bon, moi, je n'ai pas, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait rien de particulier, Il en n'y avait fait. rien de particulier. Juste quelques petits bobos. Justement, Ouais. les problèmes habituels de la famille africaine. Les mésententes, les disputes. Mais il n'y avait rien de particulier, d'assez choquant. Oui, je n'ai pas vécu un événement. Ce qui m'a même choqué, c'est le coût des maltraitances, en fait. Mhm. Oui. Ça m'a beaucoup choqué. Oui. Parce que bien évidemment, tu te retrouves avec quelqu'un que tu considères beaucoup, En fait, une personne à laquelle tu es très attaché, mais qui en retour, tu sens bien que dans le traitement avec ses enfants biologiques, il y a une grosse il y a une différence. grosse différence. Alors que toi, tu la voyais justement comme ta maman, c'est-à-dire elle aurait pu être celle qui t'aurait mis au Justement, monde oui. que, voilà, tu serais toujours proche. Parle-moi de tes parents, c'est quel type de couple? Est-ce qu'ils sont mariés déjà? Est-ce qu'ils sont en couple? Oui, ils sont mariés, ils sont en couple. D'accord. Ils Et sont mariés légalement à la mairie. à Ils la sont en mairie? couple. Oui. Ok. C'est vrai que ça fait déjà combien d'années déjà? 4 à 5 années que papa est décédé. Ah, mes condoléances. Merci. Oui. Mhm. Mais sinon, il n'y avait pas de divorce, il n'y avait pas De de... problème. C'était pas Si, il y en quand il y avait avait. des problèmes. Il y a quel couple qui n'a pas les problèmes? Il y en avait. Non, allons doucement. Est-ce que ton père et ta mère avaient un mariage normal? Normal, Non. c'est-à-dire des problèmes que les enfants forcément ne voient pas, auxquels les enfants n'assistent pas. Je ne comprends pas. Est-ce que tu avais déjà vu tes parents se disputer? Oui. Beaucoup de fois? Non. Pas beaucoup de fois, Non, très peu c'était pas de une fois. habitude. Ok, c'était des parents comment, chrétiens, qui allaient beaucoup à l'église? Non. Il C'est vrai que... partait même pas. Non, j'aime trop le non, non du tout. Donc, genre, limite le père une fois tous les 10 ans et la mère 2 fois par an, quoi. Oui. Même 2 fois par an, là, il n'a pas eu ça. Ah, Oui. J'ai eu la chance que, puisque papa était baptisé catholique aussi, ok. oui, il avait reçu tous ces sacrements. Mm, Oui, c'est lui qui m'a mis sur le chemin justement, sur le chemin de la religion. mhm. Oui. Et par la grâce de Dieu également, j'ai pu retrouver dans la religion mes marques. C'est plus même qu'un refuge. C'est comme, la religion, c'est comme une partie de moi. Le catholicisme je n'aurais pas pu être mieux ailleurs. D'accord. Oui. On va revenir sur le catholicisme. Comment est-ce que tu fais tes premiers pas dans l'église catholique? De manière normale, je suis en 6e, je fais la catéchèse. Tu te communies, Oui, je me tu te baptise, baptises, tu te oui. confirmes et Oui. tout. Voilà, tu vas à l'église à quelle fréquence? Chaque jour. De lundi à dimanche? Chaque dimanche. Mhm. C'est vrai. C'est-à-dire que tu vis chez ta tante à ce moment-là ou chez tes parents? Les deux.
Tu as dit que tu faisais que tu sois chez ta tante, en fait. qu'elle reste à la maison, dimanche là, auréole à l'église. Que tu sois chez papa et maman, ils ronflent là-bas le dimanche, auréole à l'église. D'accord. À l'église, est-ce que tu as eu des proches là-bas, des personnes qui t'ont tenu par la main et qui t'ont dit, bon, auréole, on partage le même principe que toi, on aime aller à l'église, on va être proche de toi, par exemple. Oui, justement. J'ai constitué comme une seconde famille là-bas. D'accord, vas-y, parle-moi de ta seconde famille. C'était... bon, ce sont... Oui. Ils vivent encore. Oui. On va pas tuer quelqu'un ici. C'était... Ce sont... Oui. Bon, je vais dire c'était... Pourquoi? Parce que avec le temps, les choses ont évolué. Certaines personnes se sont déplacées, puisque j'étais tellement ancré que je ne me suis pas limité à être un chrétien du dimanche. Tu es entré dans le service d'église. Oui, justement. Tu servais, tu étais servant. Tu es servant de messe. Oui, j'étais servant de messe. D'accord. Donc, c'est le mouvement avec les autres membres du mouvement, avec les autres aussi, membres des autres groupes, justement, de l'église. Il y avait toute cette familiarité-là, toute cette convivialité-là, qui faisait que même si à la maison, même si chez ma tante, c'était un peu bizarre. Avec les maltraitances, bref, des traitements un peu différents. Justement, j'arrivais quand même à trouver le sourire là-bas. Oui, c'était très convivial. Comme tu l'as si bien dit, tu ou vous. Peu importe, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Bon, là, tu c'est plus facile. Comme tu... Non, vous. Comme... Tu peux dire tu, hein. Comme tu l'as si bien dit. On va pas se blesser ici, Aurélie. Comme tu, vous, pour moi, il y a la connexion entre nous, donc... Okay. Merci. Comme tu l'as si bien dit. Non, Mais donc, il y avait cet amour-là, on était liés. Comme tu l'as si bien dit, c'est vrai que j'ai trouvé des personnes avec qui on était sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on partageait les mêmes aspirations, on avait l'amour pour la doctrine que l'Église nous enseignait. Oui, et on voulait aller à un certain niveau, on ne voulait pas se limiter aux chrétiens du dimanche qui partent à l'église et puis qui abandonnent, après un temps ils partent, ou alors justement non. On n'est pas comme ça. Tu as eu envie de devenir prêtre? Oui, à un certain moment, oui. D'accord. Ah, oui. C'est super ça. Oui. Tu peux encore, hein, je pense. Voilà, je sais pas, j'en sais rien du tout des histoires d'église. Je disais juste ça comme ça. Donc, tu as ta famille chrétienne qui t'a accueilli, qui a pris soin de toi et tout. Dans cette famille chrétienne-là, tu étais proche de quoi? Les garçons, les filles, les prêtres, peu importe. Bon, j'étais servant de messe, non? Oui. À l'époque, il n'y avait pas de filles, je crois. Hein. Il y avait des filles qui servaient aussi à l'église. C'était beaucoup plus des garçons, non? Non, l'église n'a jamais été sexiste. Oh, je n'ai pas parlé de sexiste, Auréole. J'ai juste dit que, moi, je sais pas. Hein. Moi, c'est que, bon, garçons, nous tous souvent, les filles, les parents n'aimaient pas que les petites filles traînent. Par exemple, non, c'était avant. Aujourd'hui, les enfants ont beaucoup élevé les esprits des parents. C'était avant où les enfants étaient beaucoup plus... Ouais. Beaucoup moins délinquants, beaucoup moins évolués négativement. Oui. Avant, les choses étaient beaucoup plus simples. Les gens avançaient en fonction de leur âge. D'accord. Ce qui faisait que j'étais avec les gens de mon âge et j'étais même le plus jeune en fait. Oui. Il y avait beaucoup plus de filles qui étaient au secondaire, second cycle. Certains étaient déjà à l'université. Oui. Et c'est vrai que puisque dans mon groupe à l'église, il y avait beaucoup plus de filles. Jusqu'à présent même. Ok, d'accord. Il y avait beaucoup plus de filles, donc j'étais beaucoup plus proche des filles. Est-ce que tu t'es lié émotionnellement de manière très forte à quelqu'un dans ton église? C'est-à-dire? Est-ce que tu as eu quelqu'un dans ton parcours de serviteur ou de chrétien, je ne sais pas, qui a tellement compté pour toi que tu ne pouvais pas vivre sans la personne, sans cette personne-là? Je m'attache à tout le monde. Oh. C'est un peu ça mon problème. Non, écoute bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton service d'église à qui tu pensais le matin, par exemple, bonjour, quand tu dors le soir, bonne nuit? C'est-à-dire quelqu'un à qui... tu voulais parler à la personne tout le temps. S'il n'y en a pas, tu dis juste qu'il n'y en a pas. Hein. Si c'est comme ça, pour tout le monde... Pour tout le monde. Ok. Du moins, tous ceux avec qui j'avais établi un lien assez fort. Puisque c'est vrai qu'on était nombreux.
Il y Quand tu avait parles de lien assez fort, c'était quel type de lien? des personnes avec qui on était beaucoup plus ensemble, les filles avec qui on était beaucoup plus ensemble. Faisait le Les filles avec qui... Congo ça, Mhm. prêtre. Non, pas de prêtre. Ah, Oui, je un peu disais de juste ça prêtre. comme ça. Ah, oh, Oui, un peu. Auréole, la Le- vérité, rien que la vérité. Oui. Des prêtres, voilà. Oui, des autres servants de messe aussi, hein, parce que moi, je me rappelle, avec mes frères, on disait souvent que les servants, si c'est comme si quelqu'un pas déposé la communion, ils goûtent la communion, là. Toi, tu ne goûtais pas la communion. Jamais. C'est que tu es un gars fort. C'est quand moi, je voyais souvent la communion passer, je me disais toujours, ça a quel goût? Ça, je n'étais pas encore communiée. Bizarrement, quand je me suis communiée, le goût est passé. Tu vois, non? C'est le péché de goûter la communion, de s'imaginer en train de goûter la communion. Pourquoi pas? C'est même par ça que c'est par ce désir-là, par cette curiosité-là que le Christ amène les gens à sa suite. Parce que la communion, c'est plus qu'un bout de pain, c'est plus que C'est le corps du justement, Christ. c'est le Christ réellement. Tu es, Donc, c'est à tu es un travers ce croyant. désir-là que... Tu es un croyant. Tu es un bon croyant, vraiment. J'applaudis ça. C'est rare pour les gens de ton âge, ta génération et tout. Dans ta génération, on pense vraiment à faire la boum, la fête et tout. Mais ça ne veut pas dire que faire la fête est mauvais. Hein. Je ne sais Ça veut pas pas aussi dire contre que ceux qui être font la fête. chrétien est mauvais. Bon, faut trouver le juste milieu. Maintenant, tu as dit que avec ton petit frère, vous avez mis une image, vous avez regardé. D'où est-ce que c'est parti? À cette époque-là, on travaillait avec le téléphone. Donc, on faisait les recherches. Comment, des choses de l'école, là, Oui, les oui, devoirs. oui, oui. OK. Et nous sommes tombés par hasard. Les téléphones. Bon, en passant, Eva, je t'écoute. Hein. C'est tout. Nous sommes tombés par C'est-à-dire hasard. que vous étiez en train de faire, vous étiez sur Google. Partout. Nous sommes Je te rappelle du devoir. C'est quel devoir? Non, 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 c'était depuis. Je sais seulement qu'on travaillait avec son téléphone. On demande de définir c'est quoi la géographie. Vous avez tapé Google, géographie, et puis, bam, image, pornographie. C'était ça. Non. Mais Puisque comment? En fait, je veux comprendre, mais... je ne peux pas me souvenir de manière Très clair. distincte, oui. Mais je sais qu'on travaillait sur le téléphone. Puisqu'on avait l'habitude de se réveiller tôt le matin. De se réveiller un peu plus tôt. Que tout le monde. Oui, pour travailler. Oui, justement. Les En bons élèves. travaillant, on a dit... Ah, tu es intelligent. Hein. Moi, j'admire ton intelligence. Tu es très intelligent. Donc, Merci. à un moment de le dire aux téléspectateurs, auditeurs, regardez, c'est très intelligent. Non, il faut accepter les compliments parce que c'est par là que commence ta thérapie. Ah bon? Oui, tu es très intelligent, Auréole. Merci, docteur. Merci, docteur. Il est rigolo. Oui, justement, on travaillait et puis, après le travail, donc on travaille et puis on dit que bon, on va un peu fouiller. Oui, c'était de manière innocente. Oui, non, j'ai compris. Voilà. Vous étiez des enfants aussi en même temps. Vous êtes tombé sur des images de nus à caractère. Oui, de la vraie, ce n'était pas du soft. Ce n'était pas du soft. C'était brutal. Voilà. C'était le vrai qu'on voit. Déjà, est-ce qu'à cet âge-là, tu savais ce que c'est qu'un pénis? Oui. Est-ce que tu savais à quoi ça servait? Oui. Ah bon? Oui. Tu connaissais comment on fait pour accoucher l'enfant? Ah, donc ça veut dire que tu savais juste que voilà, mon corps, j'ai cet appareil-ci qui est différent de celui des filles. Oui. Ça non, mais tu sais pas que... Ah, tu sais qu'on fait? Mais je ne sais pas comment, je sais seulement qu'on dort ensemble, on fait l'enfant. D'accord. Maintenant, tu tombes sur quelque chose de violent. Est-ce que ces images-là te sont restées en tête? Oui. Bon, c'est vrai que normalement, mais tu peux essayer de coder quand même. C'était quelle scène t'est restée en tête? Code les mots, s'il te plaît, c'est important pour moi. Quelle scène? La scène que tu... Parce que je sais que tu revis la scène. Moi, je sais que tu revis la scène. Puisqu'il y avait plusieurs... Oui. Quelle est la scène que tu revis constamment depuis ce moment-là? La scène que je revis. Ce que tu vois dans ta tête. Quand je dis revivre, c'est pas que tu fais... Non. Pas que tu fais, mais que tu vois dans ta tête, en fait. Quand je dis revivre, non, c'est dans ton esprit. Oui. Tu peux coder les mots, tu vois. Tu peux me faire comme un mot, genre avec des gestes comme ça. Que, bon, là, il voit que comme ça, c'est que sont les fesses. Je te dérange, vas-y, dis un tes mots. Dis n'importe quoi. Trouve les mots.
Tout. Non, pas tout. Je veux la scène. Je sais qu'il y a une scène, de toutes les façons. Il y a une scène, ce sont les vieux de 12, Seigneur Jésus-Christ. Ces vidéos de 12, peut-être à 13 minutes. Donc, Non, regarde, on va aller doucement, n'est-ce pas? Hein? oui, Tu as regardé un film avec ton frère. oui. Tu as dit un mot qui m'a transpercé. Tu as dit c'était vraiment violent. C'était brut. C'est ce que je voulais dire. Tu voulais dire brut. C'est-à-dire que les scènes étaient tellement osées que ça a créé un électrochoc dans ta tête à toi. Parce que tu as bien précisé tout à l'heure que toi, tu as continué. Tu ne sais même pas si ton petit frère a continué. Est-ce que tu sais s'il a continué à regarder après? Il n'a pas continué à regarder. Voilà. C'est pour ça que je parle d'électrochoc. Et je cherche l'élément déclencheur dans cette scène-là. Tu comprends un peu ce que je dis? Dis-moi alors. C'était quoi? Quelle est la scène qui te... Je sais que ça fait... Tu veux écrire la scène? Tu veux écrire? Ou comment je la lise? Écris la Seigneur, écris la scène. C'est-à-dire que j'ai vu, t'entends, il y avait ce monsieur. Je ne peux plus trop me rappeler. Je sais seulement que j'étais en train de faire... Non, ils étaient en train de faire, je suis d'accord. Oui. Respire. Hein? Quand ils étaient en train de faire là, tu as dit c'était trop osé. Tu vois? Dans oser là, c'est le oser là que je veux comprendre. Qu'est-ce qui était osé? Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a dit aïe? Tu vois un peu? Je sais que tu as vu, donc. Mais Je sais que tu as vu. Je dis que j'ai vu, non. Non, je sais que tu as vu et que tu comprends ce que je veux, moi. Mais regarde, respire, n'est-ce pas? Hein? Oui. Respire. Cherche le mot. Si tu ne trouves pas le mot, c'est pas grave. Tu peux écrire. Dès que moi je lis, moi je fais juste ça pour mon analyse. Tu n'as même pas besoin de le dire à Mondo Vision. Tu vois? Hein? Ok. On peut te donner un papier, tu écris le mot et tu me le remets. Je vais pas le lire. Ok, bon, je vais parler. Ok, vas-y. Première, c'est la pénétration. Voilà, puisque on appelle ça quoi là? C'est la pénétration. Donc, quand lui, il a mis son pénis dans le vagin de la femme en question. De l'actrice, là. Oui, de l'actrice. Mais que tu dis de l'actrice, parce que ce sont des acteurs. En fait, c'est ça. Voilà. Voilà. Puisque je savais, puisque moi, à l'instant, je suis en première. Oui, donc je sais comment ça... Ok, oui, tu es en première, ok, je vois. De manière générale, comment ça fonctionne, mais ça, donc voir ça, voilà, comme ça, que c'est comme ça que on fait, voilà. C'est pas brutaliser l'esprit. Est-ce qu'il y avait des expressions de visage dans ce truc-là? Est-ce que tu as pu voir les expressions des acteurs? Peut-être si j'avais les orgasmes ou bien... S'ils ont gémi, s'ils ont fait une grimace, est-ce que tu as pu voir? Oui. Est-ce que ça t'a marqué? Oui. Voilà, c'est là-bas que je partais. Auréole, ça va? Oui, docteur Nastia, j'aime trop qu'on m'appelle. Oh, ok. Auréole, tu es trop drôle. Dis oui, docteur Nastia, dis que ça va, parce que je sens que c'est en train d'aller. Bon. Après cette scène-là, n'est-ce pas? À quel moment, parce qu'à ce moment-là, je pense pas que, étant avec ton petit frère, est-ce que tu es passé à l'acte, est-ce que tu t'es masturbé à ce moment-là? Non. Ok, ça a commencé quand? Après cette scène-là, ça a commencé quand? Peut-être la deuxième ou la troisième fois que tu as regardé. Mais les autres fois, j'étais maintenant seul, je n'étais plus. Ok. La deuxième fois, est-ce que tu l'as fait? Non. C'est ce que je dis, c'est peut-être la deuxième ou la troisième. La troisième fois. Oui, bon. Mais ce n'était pas éloigné de la première fois. D'accord. Cette fois-là, à quel moment est-ce que tu t'es dit que je peux... Non, je reviens. J'ai compris le lien. Tu l'as même dit. Tu as dit, la deuxième fois, tu as regardé et sans te passer la main, tu as éjaculé. Ça, c'est le nœud. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu as regardé dans cette scène-là qui t'a fait éjaculer? Tu trouves ça, tu as ta guérison. Il va le faire comment? Je réfléchis. Je te fais revivre la scène. Je suis pas actrice, moi. Bon, Auréole, on va aller pas à pas, tu vas te rappeler. Bon, tu as vécu une deuxième scène, comme ça, de film pour adultes. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler ici,
pendant cette émission, je réitère ce que j'ai toujours dit. Par exemple, je prends ton cas pour m'appuyer sur mes propos de toujours. Les films pour adultes ne sont pas des films justement pour aider dans la pratique sexuelle, mais ils peuvent être utilisés à but thérapeutique. Ça, je le dis en toute sincérité. Tu comprends? Donc, je le dis parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont dans ton cas, d'autres qui sont même plongées, qui n'ont même pas encore compris que c'est un problème, parce que toi, déjà, tu as compris que c'est un problème, et vraiment, je t'applaudis pour ça. Il y a des personnes, il y a des gars là maintenant qui sont en train de se dire que Auréole raconte même quoi. Gars, moi là, c'est bon. Tu vois un peu, non? On leur dit que c'est pas bon. Dis-leur que c'est pas bon. C'est pas bon, les gars. Dis que c'est pas bon, les gars, on te regarde pas. Tu es un anonyme. C'est pas bon, les gars. C'est pas bon, les gars. Pas du tout, les gars. Pas du tout, les gars. Voilà. Donc, la deuxième fois, quand le truc arrive et tout, tu as une sensation. Parce que oui, c'est de là que ça part. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est-à-dire, la première fois que j'ai regardé, je suppose que dans ton corps de petit garçon, tu as eu une érection. Tu as senti ton durcir. Oui. La deuxième fois, c'est aller au-delà de l'érection. Ça a dépassé l'érection. C'est arrivé à l'excitation. Et pouf, sans te contrôler, il y a un liquide qui est sorti. C'est ça, non? Si c'est pas ça, tu peux dire... C'est ça, c'est ça. Oh, c'est pas une parole défensive. Voilà, tu vois que c'est ça. Et moi, je pense que c'est la troisième fois que pour pouvoir ressentir ce que la deuxième fois t'a fait ressentir, tu as passé la main. C'est ça, non? Applaudis alors pour moi, Auréole. J'ai reconstitué les faits, Sherlock Holmes de la santé sexuelle. Voilà. Je suis forte, un peu non. Très, très. Oh, Très docteur expérimenté. Nastia. Je suis pas égocentrique, hein, rassure-toi. J'aime juste mon travail avec passion. Bon. La troisième fois, je te dis, voilà, je vais passer la main et tout. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te masturbes? Avant, c'était bien. Le plaisir était agréable. Mais au fil du temps, on ne passait plus. Je le faisais par... Comme parce un que je- mécanisme. justement, par mécanisme, par automatisme. Mais ça ne passait plus. Est-ce que tu te fâches souvent? Oui, je me fâche. Tu te fâches beaucoup trop, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Tu as des colères extrêmes. Non, non, pas des colères extrêmes. Ou tu as des petites colères. Colère moyenne, modérée. Comment? Je ne peux pas extérioriser. C'est ce que je dis. Je ne peux pas extérioriser. Donc, quand je me fâche, je reste que dans ma tête, ça reste dans mon cœur, jusqu'à Jusqu'à ce que tu te masturbes. Ouais. L'histoire est terminée. C'est ça, en fait. C'est ça, non? Toutes les fois où je me suis masturbé, je n'étais pas en colère. Non, écoute d'abord. Je ne sais pas si toutes les fois, quand tu es en colère, n'est-ce pas? Et que la colère, ça monte. Tu ne peux pas extérioriser. Non, je ne peux pas extérioriser. Je ne... Mais ta main, elle va où? Ma main va où? Auréole, en fait, c'est free, non? C'est free. Mais ta main, elle va là-bas, non? Ou bien tu n'as pas encore fait le lien? Non, je n'ai pas encore fait le lien. Le lien de la colère. Non, regarde, réfléchissons. On est ensemble. C'est ça qu'on est ensemble, tu vois? Une scène de colère. Rappelle-toi d'une scène de colère où quelqu'un t'a énervé. Peut-être même ta tante en question. C'est qui tu vis. Non, si c'était depuis... Quand... Qu'elle t'a énervé. C'était avant. C'était avant, maintenant, là, il m'en fout. On s'en fout tous de la tante, en fait. Donc, quand tu t'énerves, bref, quelque chose qui te tend les nerfs, qu'est-ce que tu as envie de faire souvent? Je vais faire quoi? Qui m'écoute, donc je reste. Après, si je peux aller regarder, il y a aussi les fois où je suis triste. Oui, je peux aussi aller regarder. Regardez quoi? Regarder, non. Auréole, tu vois qu'on veut pas avec moi, non? Tu regardes quoi, ça en fait quoi? Dis-moi où t'as même pas. Je veux que tu dises, parce que tu sais, je vais te dire, tu sais, en fait, tu es déjà à 50% de ta guérison, là où tu es là. La seule chose qui te manque, c'est l'acceptation. Pourquoi? Parce que tu te condamnes beaucoup trop. Tu te juges trop. Tu t'accuses trop. Tu t'incrimines beaucoup trop. Et je pense que tu t'incrimines comme ça à cause de la religion.
Mais je pense que vous, dans la Bible, les gens qui lisent la Bible, on dit que l'homme est péché. Ce n'est pas ça le problème. Non, attends, on évolue. L'homme est pécheur. Oui. Hein? Et Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne. Dieu est miséricordieux, Oui. Dieu pardonne. Oui. Tu as dit, personne ne m'écoute. Hein? Ça veut dire que tu estimes que tu n'es pas compris. Hein? Hein? Ou pas? Si je dis un Je ne peu... sais même pas dire. Non, allons-y. Tu as dit, personne ne m'écoute. Ça veut dire que tu estimes que tu n'es pas compris. D'accord? Est-ce que toi-même, tu te comprends, Auréole? Ah, si je me comprenais, c'est que je ne suis pas ici. Auréole, Oui, docteur Nastia. est-ce que quand tu t'es retrouvé, par exemple, dans cette circonstance de cette addiction-là, quand tu t'es retrouvé, pardon, dans cette addiction-là, est-ce que tu t'es confié à quelqu'un? Oui, À qui? à une tante, pas tante, Direct, mais... ce n'est pas une tante, ce n'est pas, elle n'est même pas de la famille, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai spirituellement grandi. Ok, d'accord. Et quand tu t'es Elle m'a confié à elle, beaucoup appris. oui, elle t'a dit quoi? Bon, ce qu'elle a trouvé de me dire, j'ai d'abord de me calmer parce qu'elle m'a dit que je dois d'abord oublier la culpabilité. Parce que la culpabilité, on ne sait pas, mais c'est ça qui nous pousse à retomber généralement. Oui, qu'on doit d'abord oublier la culpabilité. Et que je devais aussi d'essayer de faire une activité. Peut-être faire une prière, faire un chapelet quand Ça va j'avais commencer. ces pulsions-là. Et que je devais aussi me mettre à des activités qui me seraient plus bénéfiques. Parce qu'elle dit que tu es quand même brillant, donc il faut faire Pas certaines que tout le choses. monde dit que tu es brillant, non. Tu as fait comme si j'exagérais. Tu es brillant. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est le porno et la Tu es masturbation. brillant. Dis que je suis brillant, docteur. C'est important. Je suis brillant, docteur. Merci, Auréole. Bon, elle t'a dit que Oui, tu... que je devais m'adonner à des activités qui me ressembleraient plus. Oui, quelque chose qui va t'occuper, quoi. Quelque chose qui va m'occuper. Mais comme je t'ai dit pour mon problème de difficulté de concentration, d'attention, d'études, oui, tout et tout. Mais ça, c'est Ça me récent. blocus. C'est-à-dire que le problème, difficile, c'est récent. Dire récent, non, parce qu'il y avait déjà comme un début avant. Mais ce n'était pas Aussi poussé poussé que comme maintenant. aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu es en couple? Non, Est-ce que tu as eu à te mettre en couple entre-temps? non. Est-ce que tu as des envies le matin? Souvent. Oui. Comment tu résous tes envies? Par... Qu'est-ce qui t'a empêché de te mettre en couple? Tu te dis quoi? Tu es trop petit. Mais tu n'as pas encore l'argent pour aller dans les taxis. Je n'ai pas l'argent. Oui, Et ce vrai. n'est pas- Oui, vrai. Et ce n'est pas ma priorité. Oui. Moi, je ne suis pas... Bon, on ne doit pas dire ça comme ça, c'est un peu brutal. Ce n'est pas ma priorité, puisque j'ai d'autres priorités. Oui. Donc, c'est vrai que c'est le rapport sexuel avant le mariage qui est une faute, qui est un péché. On peut avoir une petite amie, mais moi, ce n'est pas ça mon problème. Il y a d'autres problèmes en tête. Lesquels, par exemple? Chercher l'argent. Ah, Réussir. oui, réussi. Oui, parce que j'ai mes propres aspirations personnelles. Oui, je ne sais pas si je me suis un peu... J'ai mes propres aspirations personnelles. Quelles sont Oui. tes aspirations? On va voir ça en Donc, privé. vous allez voler ces aspirations, vous connaissez. Oui. Vas-y. On va voir ça en privé. Tu vas me dire à J'aime l'oreille. Tu vas me dire à l'oreille. Après. Je vais te chuchoter ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, en privé. Donc, puisque ça ne cadre pas avoir quelqu'un, oui. Voilà, donc je n'ai pas... C'est-à-dire que tu ne veux pas forcément quelqu'un qui va venir t'emmerder là. Auréole, tu vas m'appeler le matin. Oui, parce que... Et le soir et tout. Moi, je pense que c'est plus que être en couple, comme on dit. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité, surtout pour l'homme. Pas toujours à faire Ça peut être un bon pain.
Pas toujours affaire argent. Pas toujours affaire argent. Mais je suis plusieurs autres. Non, vas-y. Mais sur plusieurs autres domaines. Puisque si peut-être je me mets en couple avec une fille, je prends un cas basique, je prends un cas simple. Oui. Si peut-être moi je me mets en couple avec une fille, la fille ne doit pas être n'importe comment, elle ne doit pas dire certaines choses, pas penser certaines choses. Tu vois un peu, c'est de mon devoir de la recadrer sur X ou sur tel sujet. Toi, tu peux être le père des gens, il faut être le copain, pas le père, hein. Bon, oui, c'est entre parenthèses. Tu as trop de principes, en fait, c'est ça le truc. Tu es un homme de principe. Voilà, c'est une responsabilité. Oui, il faut soutenir la personne avec qui on est. Je ne peux pas me mettre en couple par envie. Ça n'aura aucun sens. Voilà. D'accord. Et moi, je suis un adepte de la chasteté. Je pense que c'est possible. De s'abstenir jusqu'au mariage. Justement, je le faisais avant que mon problème ne commence. Oui, je pense que c'est possible. Donc, je ne suis pas sûr. Je ne peux même... Non, moi aussi, je pense que c'est possible. Voilà, hein, de toute façon. me mettre en couple pour... C'est pas parce que je suis docteur Nastia et que vous me caricaturez des trucs. Voilà. Je pense que c'est possible. Pour moi, je crois fermement à la chasteté. Si je te dis que j'ai failli être seule, est-ce que tu vas croire? Ça dépend. Tu ne comprends pas le revirement de situation. Non, je peux comprendre. Médecin... Je peux comprendre. En fait, nous on dit que c'est la même chose. Il n'y a pas une différence entre le médecin et la sœur ou alors le prêtre, parce que les deux ont la même mission, sauver. Mais si, c'est pas parce que je suis sexothérapeute. Moi aussi, j'ai une famille, je mérite aussi... C'est Dieu qui a créé la sexualité, non? Ça a sa place, c'est très important. Tu comprends trop l'histoire de la sexo, mon gars. Tu comprends trop. Bon, pour parler de cette addiction-là, d'accord, on va la fragmenter en 2 groupes. Premier groupe, est-ce que c'est un acte que tu peux poser sans regarder un stimulus? Le stimulus, ça peut être la photo de quelqu'un, ça peut être un film. C'est quelque chose, c'est un acte que tu dois faire forcément avec quelque chose qui te stimule, une image, un film et tout. Donc, c'est lié à l'image. Ça veut dire que ça ne vient pas de toi. C'est une manière de dire qu'en fait, le plaisir que tu te donnes, en réalité, est impulsé. Complémenté. Voilà, impulsé par quelque chose d'extérieur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des masturbateurs solitaires plus. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui se fabriquent leur propre excitation dans la tête, qui se fabriquent leur propre plaisir. C'est-à-dire, c'est comme s'ils se font l'amour à eux-mêmes. Mais toi, pendant cette masturbation-là, tu fais l'amour à la personne, ce que tu vois. Comme si tu participes à la scène. C'est ça, non? D'accord. Bon, je pense que, comme on s'est si bien dit, d'accord, le but de l'émission aujourd'hui, et tu vas m'arrêter si je me trompe, c'était beaucoup plus au-delà du besoin d'accompagnement, de faire un témoignage pour que des personnes qui sont comme toi, dans ton cas, puissent comprendre qu'ils doivent chercher de l'aide. C'est ça, parce qu'il faut que je souligne ici que les problèmes d'addiction ne peuvent pas être résolus en une seule séance. C'est vraiment un processus de guérison et un processus de travail sur soi. Donc, je vais te poser la question qui est de savoir comment tu te sens d'abord déjà. J'ai constaté que tu n'appuies plus la balle. Ça veut dire que tu es moins stressé. Applaudis pour moi alors. Oh. Un bravo fidèle à Docteur Nastia. Merci. Merci. Maintenant, si tu as envie de donner un conseil à ceux qui t'ont écouté, qui ont écouté ce témoignage puissant, tu es un garçon très intelligent, je te le répète encore, tu es très brillant, tu es très doué. J'ai envie de dire que peut-être tu es un peu surdoué, hein, parce que j'ai beaucoup cherché mon français en travaillant avec toi. Bref, si tu avais envie de dire quelque chose aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent, aux gens qui nous écoutent, tu dirais quoi? Le fait d'être passé ici, qu'est-ce que ça t'apporte en plus dans ta vision et dans ton toi, en fait? Le premier message que j'ai envie de véhiculer, C'est clair. le tout premier, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Thank you, boy. Tu es trop fort. Il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Et surtout qu'il n'y a aucune situation, puisque il n'y a aucune situation
qui ne peut être surmonté. Parce que quand je viens ici, là, c'est parce que j'ai essayé tant bien que mal avec mes outils de profane. J'ai essayé tant bien que mal avec mes propres outils de profane de pallier à la situation. Oui. Mais je n'ai pas pu. Mhm. C'est pour ça que je viens ici, parce que je crois que ma situation, je mérite de guérir de ma situation et que ce n'est pas impossible. Et tu vas guérir. Tu vas Amen, guérir, mon c'est mon grand. souhait. Maintenant, quel est le plus que cet échange de manière intellectuelle, parce que c'est que toi, tu es un grand intelligent, tu es un grand savant, il faut qu'on prononce bien les mots. Quel est le plus que cet échange sur un plan émotionnel t'a apporté? Comment tu te sens là, maintenant, après cet échange entre toi et moi? Moi, je veux être sérieux. Mais ça, c'est je suis sérieuse aussi. Ça, c'est une balette. Tu me dis comment je suis pas sérieuse. Non, je demande pardon. Ah, je t'excuse. Je demande pardon. Oui, ce n'est pas... quand j'en ai tellement bavé avec mon problème. Ouais, je Oui, peux te j'ai comprendre. tellement bavé avec mon problème. Puisque ça a beaucoup d'impact dans ma qualité de vie. De personnes, de chrétiens comme d'élèves, d'étudiants et tout le reste. Ce n'est pas la première fois que je me confie dans l'attente, dans l'attente Une solution. d'une solution, Mhm. mais que rien ne vient malheureusement. Mhm. Donc, pour moi, je serais beaucoup plus... c'est vrai que j'ai regagné un peu en confiance, Mhm. puisque tu as donné certains axes de réflexion. Tu m'as parlé de la colère. Oui, c'est un axe, c'est une alternative à laquelle je n'avais pas du tout réfléchi. Oui, je n'étais pas ouvert à ce niveau-là. Mhm. Et je suis vraiment content de ça. Et parce que tu as ouvert une autre porte, une autre zone de réflexion. Mhm. Mais je serai beaucoup plus détendu, comme vous appelez ici, Mhm. lorsque je verrai les changements. Pas dans sa totalité, mais lorsque je verrai l'évolution, même si ce ne serait-ce que d'1%. Euh, la, 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 la profondeur, la profondeur avec laquelle je suis dans mon problème me fera remarquer, même si me fera remarquer une évolution, même ne serait-ce que d'1%, je verrai qu'il y a changement. D'accord, ça m'amène à te faire cet exercice, d'accord? Tu vas fermer les yeux. Je sais que toi, tu n'aimes pas fermer les yeux, j'ai remarqué. Mais ferme les yeux, fais-moi confiance. Tu me fais confiance. Je fais confiance au Seigneur. Ah, Zamboam, tu as vu que tu m'as fait parler mon patois. Maintenant, tu m'as trahi, tout le monde sait d'où je suis, de quelle tribu je suis. Bon, ferme les yeux. Bon, tu fais confiance au Seigneur qui m'a permis de te demander de fermer les yeux. Exact. Tu es trop intelligent, le gars. Voilà, tu vas fermer les yeux, auréole. Et puis tu vas dire, ce problème-là ne m'appartient pas. Ce problème-là ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Et il peut me quitter. Et il peut me quitter. Avec conviction. Et il peut me quitter. Maintenant, tu vas rester avec les yeux fermés. Tu vas inspirer. Tu vas expirer. Tu vas faire 5 secondes. Tu vides ton esprit. Tu vides ton esprit. Tu gardes en tête la première image qui te vient après que ton esprit soit vidé. Et dès que c'est bon, tu ouvres les yeux, tu me dis c'était quoi l'image. Très compliqué. Oh, Auréole, sois concentré quand même. Je veux savoir si on peut refaire l'exercice. On y va. Tu vas fermer les yeux, d'accord? Tu inspires. Tu expires. Inspire. Tu expires. Tu écoutes ma voix. Tu te reposes. Tu vides ton esprit. Tu n'as pas de douleur, pas de peine, pas de difficulté, aucune addiction. La jouissance n'existe pas. L'éjaculation n'existe pas. C'est un mythe. Et tu vas penser au premier objet qui apparaît dans ton esprit. Tu vas rester figé sur cet objet-là.
Et dès que tu sens que c'est faisable, tu ouvres les yeux et on discute. Vas-y, ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu as vu? Si tu n'as rien vu, tu me dis. Rien. Voilà, c'est parce que ton esprit est bloqué dans un processus. C'est pour ça que tu ne visualises pas. Parce que tu as créé un pont entre ton toi et tes peurs, en fait. C'était noir, n'est-ce pas? Tout noir. Voilà. Et je savais que ça allait être noir. Parce que tu ne veux pas accepter, en fait, qu'il y a Auréole qui est une personne humaine, qui a des qualités. Et il y a ce truc-là, en fait, qui est extérieur. Ça vient pas de toi. Mais ça va venir. D'accord? Je pense qu'on va mettre fin à notre séance. Et je te dis encore vraiment félicitations pour ton courage. Merci pour ton humanisme. Parce que je pense que pour venir s'asseoir ici à Sexual Confidence, il faut être quelqu'un de courageux et qui a le souci de son prochain. Merci Auréole d'être passé à la clinique. Attends, je veux faire... Merci Docteur Nasty, merci à toute l'équipe, je vous aime. On t'aime aussi. Si vous vous êtes reconnu dans ce témoignage, ne restez pas seul avec vos questions. Votre sexualité mérite d'être comprise, entendue et réconciliée. Écrivez-nous sur WhatsApp au numéro qui s'affiche tout en bas de l'écran parce qu'ici, votre voix compte et votre plaisir a le droit d'exister. Docteur Nastia.